Un numéro complet, une émission d'analyse, vraiment d'analyse sur la situation en province du Sud Kivu. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour à Jospin. Ces plateaux nous a fortement manqué pour Ouais. En tout cas, analyser. toute une semaine d'absence sur ce plateau parce que nous étions sur le terrain. Voilà, il fallait être sur terrain pour Mhm, avoir des éléments de terrain et faire des analyses bien orientées. mhm. On parle de la province du Sud Kivu, Jospin. Bonjour. Bonjour Blaise, merci beaucoup de nous recevoir et bonjour à vous tous qui nous avez manqué durant toute la semaine. Alors, Ouvira, aujourd'hui, d'abord la situation. On va commencer par ce qui est actuel. Mhm. L'A123 dit et rappelle qu'il est en phase du cessez-le-feu. Cessez-le-feu unilatéral, Mhm. mais il y a quand même des attaques du côté Makobola. Ouais, il faut rappeler que déjà les deux parties sont censées observer un cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha après la signature de l'accord cadre, même si les deux parties violent régulièrement le cessez-le-feu. D'une part, les forces armées de la RDC et leurs alliés burundais ou Ouazalendo qui procèdent à des bombardements dans le territoire de Massissi ou encore au sud Kivu, dans les hauts plateaux de Minembwe et Fizi. Mais cependant, l'F-123 vient de décréter un cessez-le-feu unilatéral après avoir annoncé son retrait de la ville d'Ouvira dans le cadre de la médiation américaine. Mais ce matin du vendredi, 19 décembre 2025, il y a des bombardements qui ont ciblé le village de Mikenge, tout près de Minembwe, dans la région des hauts plateaux de Fizi Itombo au sud Kivu. Et Mhm. ces bombardements sont attribués à l'armée congolaise. Et comme vous le savez, la 123 a toujours accusé le Burundi d'appuyer les FARDC dans ce bombardement et que ce bombardement serait venu du territoire burundais. C'est une autre escalade de conflit blesse qui s'ajoute déjà à ces autres affrontements qu'on a signalés depuis le début de cette semaine, malgré Mhm. l'annonce de celle-feu par la F-123. Il y a les Ouazalais qui s'étaient repliés à Mboko et à Baraka qui ont lancé ou qui auraient lancé des hostilités. Et dans le haut plateau de Fizi Minembwe, il y a aussi les Tuguanero qui ont avancé, qui ont pris des villages abandonnés par les FARDC, les forces burundaises comme Munanira. Mhm. Alors, on parle également de cette région où on va placer vraiment des analyses bien détaillées par rapport à Ouvira. Mm, L'A123 23 se retire d'Ouvira. Un aspect, le retrait, mm. mais l'A123 n'est pas seulement Ouvira. Ils ont conquis d'autres villages après Ouvira et derrière Ouvira. Ça veut dire Ouvira reste un millier au centre. Comment on peut comprendre ces retraits? C'est un retrait stratégique et beaucoup plus diplomatique. D'autant plus que la 123 n'était pas censé prendre une nouvelle ville, une nouvelle Mhm. localité, surtout une grande ville d'une ampleur aussi importante comme Uvira, Mhm. frontière avec le Burundi, dans le cadre du processus de Doha ou encore de Washington. Les deux parties étaient censées observer un cessez-le-feu. Maintenant, Mhm. cette prise d'Uvira a été considérée par les médiateurs comme un mépris ou un sabotage Au processus de Doha. au processus de Doha, mais aussi au processus de Washington, parce que l'F-123 est implicitement concerné par l'accord qui est signé à Washington, parce que c'est Mhm. un accord de paix qui vise à désescalader le conflit dans l'est de la RDC, et le conflit oppose la F-123 au gouvernement congolais de Kinshasa, et le gouvernement accuse le Rwanda de soutenir la F-123. Voilà que le Rwanda est partie prenante à ce processus-là. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle prise d'une localité aussi importante comme Ouvira a été considérée comme un sabotage par les médiateurs. Voilà pourquoi les États-Unis avaient mis pression pour Mhm. que l'F-123 puisse se retirer. Et ce Est-ce retrait, qu'il s'agit d'une pression des États-Unis ou il s'agit d'une pression du côté du 1-23 pour qu'on relance le processus de Doha? Parce qu'il faut rappeler que le processus de Doha est vraiment favorable. L'A23 est vraiment favorable au processus de Doha. Il s'agit d'une pression américaine ou une pression du 1-23 pour que le processus de Doha soit relancé. non, non, pour le M23, la prise d'Ouvira est expliquée Mhm. très clairement par les bombardements qu'il y a eu d'abord dans la plaine de la Ruzizi, par les bombardements dans le haut plateau des Tombo et des Fizi,
et de Minembwe, par la surmilitarisation de la ville d'Ouvira et toutes les violences qu'il y a eu dans la ville, par le discours de haine, le tribalisme, le blocus surtout humanitaire. C'est ça l'explication de la F-123. Il fallait venir, entre guillemets, libérer cette population qui a souffert de beaucoup d'exactions et de violences. C'est ça l'explication de la F-123. La F-123 ne prend pas une ville pour peut-être mettre pression afin que le processus de Doha puisse peut-être démarrer. C'est la même politique, même à Goma. La F-123, dans son communiqué, avait expliqué la prise de Goma par une réponse à la demande de la population. C'est toujours ça la stratégie de la F-123. Pourquoi moi je parle beaucoup plus de la pression américaine? C'est parce que le Rwanda et la RDC venaient de signer un accord cadre le 4 décembre. Et 6 jours juste après, le M23 prend Uvira. Donc, aux yeux de la communauté internationale, c'est une situation rétrograde sans précédent. C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été consentis, fournis à Washington, ont été réduits à néant. Ça, c'est quel regard? Un regard de médiateur ou un regard de Kinshasa? Ça c'est d'abord ni Kinshasa ni les médiateurs. Pour Kinshasa, par exemple, il était clair que il n'y a pas eu une situation favorable après la signature de l'accord. Alors, qu'est-ce qui demanderait à Kinshasa de ne pas cesser avec les attaques? Ça va être compliqué parce que, imaginez, ces seules attaques, que l'F-123 avance, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je pense que... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'M23 justifie l'avancée par les attaques. Ils sont attaqués, ils se défendent et ils avancent. Pourquoi Kinshasa? Parce qu'on est en train de signer des accords, parce qu'on est en processus. Pourquoi Kinshasa, de son côté, et ce matin, ils ont encore attaqué le M23 selon Laurence Kanyuka. Pourquoi on ne peut pas arrêter d'abord ces attaques et finir le processus de paix? C'est l'absence de contraintes au niveau des accords signés, au niveau de la médiation, qui pousse les deux parties sur le terrain à continuer avec les offensives malgré l'accalmie sur le papier. Parce que vous signez aujourd'hui, mais demain vous attaquez, vous n'êtes pas sanctionné, il n'y a pas une force neutre qui viendra s'interposer pour vous dire attention, à partir de cette zone ici, vous ne devez pas attaquer, à partir de cette zone ici, c'est une zone tampon. Ça, c'est le premier aspect, l'absence d'une contrainte au niveau du médiateur. Le deuxième aspect, c'est le positionnement extrême ou extrémiste de Kinshasa sur certains aspects, notamment l'établissement des zones tampons. Kinshasa a déjà refusé qu'on établisse des zones tampons. Vous allez vous rappeler quand il y avait la zone tampon de Kibumba en 2022-2023. Il fallait les AC pour que ça soit respecté. Quand il y avait les AC, au moins les populations de part et d'autre respiraient. On savait, les populations pouvaient faire le trafic entre Goma et Butembo en passant par des zones occupées par la F-123, des zones occupées par les FARDC et des zones occupées par les forces neutres de l'EAC. Et on n'assistait presque plus aux affrontements de les deux parties parce qu'il y avait une force neutre qui s'interpose. Difficile pour le côté F-123 de traverser la zone tampon, difficile également pour le Wazalendo parce qu'au moins il y avait cette convention. Mais pour le moment, il y a un nouveau positionnement stratégique de Kinshasa. Le narratif a changé. Plus question des zones tampons. Et quand il n'y a pas de zones tampons, il n'y a pas de forces neutres, c'est difficile pour les deux parties, côté militaire, de respecter certaines limites. Il suffit juste d'un seul coup de balle, la partie adverse va répliquer et les affrontements vont encore reprendre. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est l'absence aussi de la MONUSCO, des forces de la MONUSCO. Imaginons aujourd'hui, la MONUSCO est déjà désengagée au sud Kivu. C'est-à-dire que depuis Kabanyola jusqu'à Uvira, il n'y avait pas de force de la MONUSCO, de force neutre, pour pouvoir peut-être s'interposer entre les deux parties. Ça aussi, c'est un autre problème qui fait que les deux parties ne puissent pas respecter le cessez-le-feu parce que sur le terrain, il n'y a pas une force neutre pour rappeler qu'à partir d'ici, vous devez vous replier de 10 km peut-être ou même de 2 km. Il n'y en a pas. Et dans les accords signés, il n'y a pas de contraintes. Nulle part, on mentionne des sanctions pour la partie qui ne va pas respecter les cessez-le-feu. Et voilà que sur le terrain, c'est des désescalades en désescalade, ce qui fait que ça soit difficile
pour les deux parties de pouvoir se ressaisir. Est-ce que vous avez l'impression que ça stagne? Pourquoi j'ai dit l'M23 fait un communiqué indiquant qu'il a cette volonté de se retirer d'Uvira, posant une condition d'une force neutre. Aujourd'hui, l'M23 s'est retiré, mais la force neutre n'est pas encore là. Voilà, cette force neutre... Ça stagne, oui ou non? Ça ne stagne pas parce que moi j'ai l'impression que l'AF-123 veut peut-être quitter Uvira, mais pour se repositionner. Ça, c'est une avancée. Et il y a aussi les forces armées de la RDC qui s'étaient repliées à Baraka qui commencent à attaquer Makobola depuis ce matin. C'est-à-dire que les forces gouvernementales veulent aussi avancer, peut-être pour récupérer Uvira. C'est que l'AF-123 ne va pas gober. L'AF-123 sera aussi obligé... Ça serait une violation de... Bon, ça ne sera pas une violation parce que le cessez-le-feu est unilatéral. Donc l'AF-123 s'est décidé d'arrêter les hostilités, mais le gouvernement n'a pas donné un écho. Donc pour le gouvernement, il n'y a pas de cessez-le-feu. Les troupes ont été repoussées, mais elles se réorganisent pour reprendre peut-être le contrôle d'Uvira. Voilà pourquoi il va être difficile de parler d'une situation qui stagne. Pour moi, c'est une situation évolutive. Parce que si Makobola retombait entre les mains des bataillons d'aujourd'hui, l'F-123 va encore se réorganiser pour repousser la menace. Et les affrontements peuvent se poursuivre jusqu'à Baraka. Nous pouvons nous réveiller un jour, Baraka est encore tombé entre les mains de l'F-123, alors que l'F-123 venait d'abandonner d'Uvira. Donc c'est compliqué parce que les troupes sont restées dans la zone. N'oubliez pas aussi que dans les hauts plateaux, il y a les Tuguanéos qui sont alliés à l'F-123. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour les Ouazaliens de reprendre Uvira. Parce qu'au nord, à la sortie de la ville, il y a l'F-123. Au sud, vers Makobola, il y a l'F-123. Donc, c'est difficile. Peut-être que si les forces venaient du Burundi, mais dire que du nord au sud, il y aura une force de Ouazalien, donc ça va être très compliqué. Parce qu'à partir du haut plateau, l'F-123 peut se renforcer au sud, à Makobola. À partir de la plaine de la Ruzizi, l'F-123 peut se renforcer à l'entrée d'Uvira au nord. Voilà que c'est compliqué, ce retrait-là. Mais sur le plan diplomatique, c'est un signal que l'F-123 a lancé au gouvernement congolais et aux médiateurs qu'il y a la volonté quand même, il y a la volonté de régler pacifiquement le conflit. C'est-à-dire que Kinshasa, au lieu de rejeter catégoriquement, comme l'a fait Patrick Mouyaya, ce retrait-là, ou encore le gouvernement du Sud qui va à travers des communiqués signés à Baraka, où l'administration s'est repliée, il serait mieux de profiter de ce cessez-le-feu unilatéral pour également décréter un cessez-le-feu côté gouvernement afin de permettre aux humanitaires d'abord de travailler dans la zone parce qu'il y a le PAM qui venait d'alerter sur des besoins humanitaires estimés à plus d'abord de 350 millions de dollars. Ça, c'est un pour besoin. 500 000 déplacés. Pour plus de 500 000 déplacés. Côté burundais, il y a aussi une alerte des autorités burundaises faisant état de plus de 70 000 réfugiés congolais associés à ces Burundais-là qui sont venus d'Uvira, qui ont traversé. Ils sont aussi en besoin humanitaire. C'est-à-dire que dans la région, la crise se généralise. Dans le haut plateau où les bombardements reprennent, la population commence à respirer. Au moins, des cortèges humanitaires aujourd'hui peuvent quitter des Goma à Uvira sans être inquiétés. Il faut que ce climat-là soit maintenu. Par Kinshasa surtout. Parce que s'il n'y a pas de bombardement, si on observe un cessez-le-feu pendant même une semaine, 2 semaines, ça va permettre qu'il y ait acheminement d'aide humanitaire pour tous ces déplacés Blaise qui sont venus d'Uvira et qui ont pris la route vers Baraka. Parce qu'à Baraka, la situation est compliquée. Il faut rappeler que les autorités du Tanganyika viennent de couper le trafic sur le lac Tanganyika. Et même par la voie routière, entre le territoire de Fizi et la région de Tanganyika. Pour éviter des infiltrations selon le gouverneur Christian Kitungwa. Imaginez maintenant les sorts Blaise de ces populations qui ont quitté Uvira et qui se retrouvent aujourd'hui à Baraka sans assistance, sans aide humanitaire et sans possibilité de traverser. Quand on parle des forces neutres qui devront occuper la ville d'Uvira après les retraités en 23, ce n'est pas un long chemin qu'on va commencer? Comment identifier les forces neutres alors qu'on sait que plusieurs pays de la sous-région ont quand même participé à cette guerre et ont été déchus par l'M23?
C'est un long chemin, mais c'est une leçon peut-être diplomatique que Quelle leçon ont-ils? l'AFC 23 est en train d'infliger au Qatar et aux États-Unis. Pourquoi je le dis? Déjà, au début de ce processus, il fallait que le médiateur puisse mettre en place des mécanismes de vérification et une force neutre. Parce qu'on ne peut jamais respecter... Constitué par quel pays, la force neutre? Voilà, mais non. Moi, je pense que comme les États-Unis, par exemple, sont parmi les médiateurs dans ce conflit, les États-Unis pourraient utiliser la force de l'ONU, la MONUSCO. Est-ce que vous savez que la MONUSCO elle-même a été défaite? Voilà, non, la MONUSCO n'a pas été défaite parce que la MONUSCO n'a pas combattu contre l'AFC. L'opération Springbok. Bon, je ne dirais pas en tout cas que la MONUSCO a été défaite parce que la MONUSCO n'était pas partie prenante. Mais non, j'ai dit ceci, l'opération Springbok. Qui était destinée à protéger Goma. Ça, pour protéger Goma. Et une partie à Nyiragongo. Cette fois, moi je ne sollicite pas la MONUSCO pour combattre, mais c'est pour s'interposer comme force neutre, qui ne va pas combattre ni contre la F-123, qui ne va soutenir ni le gouvernement, ni la F-123. Parce que dans l'expérience de Springbok, des tristes mémoires, était une complicité, un partenariat entre le gouvernement et la MONUSCO. Ce qui n'a pas marché. Mais aujourd'hui, il serait très important que les États-Unis fassent appel à la force de la MONUSCO, à la force de l'ONU, pour s'interposer comme force neutre et créer des zones tampons, même si le gouvernement congolais n'est pas d'accord, malheureusement. Parce que moi, la question que je me pose, elle est vraiment pragmatique. Comment vous allez demander à deux forces qui se regardent de ne pas se battre? À ne pas se battre. C'est un peu compliqué. Imaginez aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Masisi, parce qu'au moins, au sud Kivu, la F-123 peut respirer, après avoir pris Uvira, parce que la voie est libre de Bukavu jusqu'à Uvira sans être inquiété. La menace est repoussée vers loin de Makobo, là. Et même dans le haut plateau où on continue à bombarder, c'est grâce à l'aviation burundaise. Mais il n'y a plus de forces au sol qui peuvent faire face aux Tugwanais et à la F-123. Ça, c'est évident. Mais allons dans le Masisi où c'est un peu compliqué. Il y a la F-123 à Nyabiondo centre. Mais à Kinyumba, c'est à quelques 10 km, il y a le Wazalendo. À Lukweti, c'est partagé entre Wazalendo et la F-123 à la porte. À Pinga, Wazalendo. À Kalembe, AFC-M23. C'est un peu compliqué. Il suffit juste d'un coup de balle, comme je le disais, et les affrontements ont déclenché. La F-123 se retrouve à Bouimba, à Mahanga, mais il y a un autre petit village qui m'échappe après Mahanga, c'est les Wazalendo. C'est un peu compliqué. Il faudrait que les médiateurs puissent imposer une force neutre pour que le cessez-le-feu soit respecté. Par exemple, comme l'F-123, comme le gouvernement est à Walikale, les centres, l'F-123 jusqu'à Kibati, on peut interposer le village de Kiboua comme zone tampon. Où il n'y aura pas d'affrontement dans la zone M23, dans la zone FRDC. Ça aurait épargné beaucoup de vies jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est très difficile, comme je leur ai dit, qu'on observe un cessez-le-feu dans des zones comme le Nord Kivu, Rutshuru, où il y a FDLR, Wazalendo, AFC M23. Comment on va observer le cessez-le-feu? Ça, c'est compliqué. Mais aussi, un autre blocage au cessez-le-feu, c'est la présence ou l'existence de Wazalendo. Parce qu'à un moment donné, les FARDC peuvent observer un cessez-le-feu, mais les Wazalendo ne vont pas être d'accord avec cela. Mais pour ma part, je pense, et c'est évident, que cet appel ou cette main tendue de l'F-123 ne devait pas être rejeté catégoriquement. Pour des raisons humanitaires d'abord. Il faudrait que le couloir soit ouvert et le rejet de cessez-le-feu, c'est une déclaration de guerre, implicitement. Exact. Quand on vous dit, nous voulons cesser les hostilités, nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes dans la ville d'Uvira notamment. Mais quand vous attaquez? Mais vous refusez, vous dites non, nous on n'est pas d'accord avec vous. C'est-à-dire vous êtes d'accord ou vous êtes pour la violence, la guerre et les hostilités. Moi je pense que le gouvernement congolais devrait agir en père responsable parce que la population d'Uvira, c'est une population congolaise.
La population de Katogota, de Massissi, de Nyabion, c'est une population congolaise. Continuez à insister avec la voie des bombardements ou de violence, c'est agir en père irresponsable qui va assister à la mort de ses enfants, ses fils et filles, de Massissi, de Makobola, d'un peu partout, de Minembo, où on bombarde en ce moment. Moi, je pense que chaque opportunité de paix, petite que soit-elle, doit être capitalisée par Kinshasa. Très bien. Quand c'est l'F-123 qui est quitté de Kamanyola à Uvira dans moins d'une semaine, une force pareille qui vous tend la main. Jusqu'à Makobola. Jusqu'à Makobola, aujourd'hui. Une force pareille qui vous tend la main, qui vous dit nous arrêtons d'abord à Makobola. Il faut accepter. Parce que le gouvernement provincial du Sud Kivu qui signe ses communiqués depuis Baraka aujourd'hui. Si Baraka tombait, où est-ce qu'ils iront? Parce que moi, je parie, Blaise, que si les hostilités se poursuivent, avec la même allure qu'on a vue dans la plaine, l'F-123 peut marcher sur Baraka dans 3 jours. De Makobola à Baraka, avec la même intensité et l'appui de Tuguaneo, je vous dis, de Makobola à Baraka, c'est 3 jours. Alors, une force pareille, qui est partie de Bunagana de Sabinho. Ou de Sabinho à Uvira aujourd'hui, à la frontière avec le Burundi, malgré toutes les frappes à Kamanyola, malgré toutes les frappes à Katogota. Une force pareille qui vous dit, nous arrêtons d'abord par ici. Faisons la paix. Faisons la paix d'abord. Protégeons cette population qui est à Uvira. Pour cette population qui a fui au Burundi, il y en a qui veulent même rentrer à Uvira. Il faut accepter cette main et profiter encore de notre round peut-être à Doha pour parler paix et trouver des compromis. Parce que si vous résistez, si vous persistez sur la voie des bombardements, l'F-123 aussi va continuer avec les violences jusqu'à Baraka et cette administration-là qui signe des communiqués depuis Baraka risque de retrouver nulle part ou à Tanganyika où on a fermé encore le trafic. Ça va être compliqué. C'est pourquoi moi je pense que chaque petite opportunité de paix est à saisir. Dire que c'est une diversion, je ne sais quoi. Oui, il faut aller jusqu'à la fin. Pour dénoncer cette diversion, dire ouais, nous acceptons aussi le cessez-le-feu que vous avez décrété. Déjouer cette diversion. Ouais, il faut déjouer la diversion. Vous dites ok, alors retournons à la table de négociation à Doha. Si ça va prendre une semaine, Blaise, une semaine de paix, une semaine sans crépitement des balles, c'est peut-être 100 vies qu'on épargne. Très bien. Alors, il y a une paix des braves brandie par l'AF-123. Il faut saisir cette occasion, voir le bon côté de chaque chose, de chaque histoire. Cela va nous permettre d'épargner la mort à des vies, des innocents surtout, de Congolais que j'ai vu moi-même dans la plaine de la Ruzizi et à Uvira, où la situation n'est pas encore bonne. Il y a en tout cas la peur, une psychose, et des villages n'ont pas encore retrouvé ses habitants. Il faut un retour de tous ces Congolais dans la plaine de la Ruzizi, à Makobola, plutôt à Katogota, à Luvungi, et à Sange, et partout ailleurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo avec la petite volonté. Il y a lieu de finir cette guerre, surtout en parlant, en faisant un dialogue entre nous Congolais, que tout se passe entre nous, qu'on arrive à discuter de nos problèmes. Portez-vous bien.